Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Parlons un petit peu de questions nationales, comme c'est souvent le cas. Cette question nationale québécoise ne cesse de mourir et de renaître. Figurez-vous, on dit souvent en effet, et surtout de nos jours, que l'idée souverainiste est définitivement enterrée. Erreur. Elle ressurgit ici et là, bien vivante, quoique sous une mouture différente de ce à quoi on a été habitué. Le dernier exemple en date est le congrès tenu par Option nationale les 2 et 3 mars dernier. Mathieu Bock-Côté y a vu un événement véritablement fondateur. Il nous en dit les raisons. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce congrès, en quelques mots, vous y avez assisté, j'imagine? Oui, à la manière d'un observateur. Oui. Et j'y étais pour prendre un peu la température, comme on dit, de cette mouvance souverainiste en pleine ébullition depuis 2 ans et liée à la personne de Jean-Martin Hossan qui s'incarne dans Option nationale et qui est en train, dans le paysage politique souverainiste, de renouveler en profondeur les termes du débat national. C'est-à-dire, pendant longtemps, le Parti québécois exerçait un monopole sur l'idée de souveraineté, avait confisqué l'idée d'une certaine manière, pour le meilleur et pour le pire, et il y avait du meilleur là-dedans véritablement. Mais aujourd'hui, avec le report perpétuel de l'échéance référendaire, inévitable par ailleurs, puisqu'on veut pas perdre notre 3e référendum, oui. Avec l'éclatement de la coalition souverainiste entre les orthodoxes, les modérés, entre la gauche, la droite et ainsi de suite, eh bien, on assiste à une recomposition du paysage souverainiste et Option nationale est un parti qui transforme donc la donne souverainiste. J'en donne quelques indices. Donc, le chef Jean-Martin Hossan est là, dispose d'une véritable sympathie dans les médias, mais auprès de sa base. Il a été capable de ramasser 8000 membres, si je ne me trompe pas, depuis la fondation du parti, ce qui est immense pour un parti se réclamant d'une idée dont on signe régulièrement la notice nécrologique. De la même manière, l'immense majorité de la salle était composée de membres de moins de 35 ans. Alors, on ne se retrouve certainement pas ici avec un parti d'expérience, avec des cadres et ainsi de suite, mais avec une vitalité militante indéniable, ce qui a du bon, ce qui a du mauvais. Et par ailleurs, c'est un indépendantisme qui se veut décomplexé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plusieurs problèmes dans le discours et le programme d'Option nationale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des angles morts, il va falloir explorer. Mais ce qui est certain, c'est que d'un point de vue global, l'idée souverainiste trouve dans Option nationale à s'incarner de nouveau. Elle s'incarne en marge du Parti québécois, elle s'incarne contre le Parti québécois, s'incarnera-t-elle par ailleurs dans une capacité de projection plus forte, d'un esprit de coalition, d'un esprit de rassemblement des souverainistes? Ça reste à voir, mais ce qui est certain, c'est que c'est un événement politique important. Et on y viendra un peu plus tard dans quelques minutes. Il y avait pas que des jeunes, il y avait une personne aînée, un vieux, c'était Jacques Parizeau, qui a fait un discours fort remarqué aussi. Oui, le gardien de l'indépendance d'une certaine manière. Jacques Parizeau est un vieil homme, certes, mais ça demeure un homme d'État. Et il était devant les militants pour dire 2 choses. Premièrement, pour bénir d'une certaine manière l'apparition d'Option nationale dont il pense manifestement du bien. Jacques Parizeau, le gardien de l'indépendantisme, d'une certaine manière désignait ses héritiers. Et de la même manière, Parizeau utilisait le congrès d'Option nationale pour critiquer sévèrement le Parti québécois, dont il est toujours membre par ailleurs, en disant au Parti québécois, vous êtes souverainiste en ce moment, mais c'est un souverainisme impuissant. C'est un souverainisme qui a comme principale promesse, lorsqu'il concourt pour le pouvoir, de ne pas utiliser le pouvoir en fonction de l'indépendance. C'est un souverainisme qui ne prépare pas l'indépendance du Québec, par exemple, avec parce qu'il dit, le Parti québécois dit, on mettra pas un fonds public dans la préparation de la souveraineté. Parizeau dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut préparer des études sur la viabilité de la dette, sur le transfert de la dette, sur la fusion des budgets, sur les contours du territoire, sur la fusion des administrations. Parizeau dit, la souveraineté, ça ne consiste pas seulement à tenir un référendum et le gagner, c'est une transition, c'est la rupture du lien fédéral, c'est une opération politique majeure qui exige grande préparation. Et Parizeau, se désolant d'un Parti québécois devenu amateur en la matière et spécialiste du souverainisme rhétorique, utilisait la tribune d'Option nationale pour rappeler le Parti québécois à ses obligations. Alors, on va approfondir tout cela, Mathieu Bock-Côté. Revenons-en à Option nationale. Commençons par Jean-Martin Hossan. Vous avez laissé un peu le portrait. Vous parlez dans votre texte, d'ailleurs, vous avez signé un texte le 4 mars dans votre blog du Journal de Montréal. Qui est-il, lui? Alors, Jean-Martin Hossan, c'est une figure nouvellement arrivée dans la politique québécoise qui a fait carrière dans le domaine de la finance, à l'étranger, polyglotte. On connaît le profil économiste de formation et qui est devenu assez rapidement l'idole d'une partie du mouvement souverainiste. Il a démissionné du Parti québécois
en 2011. Il a quitté le Parti québécois autour des querelles sur l'Aréna de Québec, mais plus largement autour du rapport à la souveraineté. C'est-à-dire, au centre considère que le Parti québécois n'est pas assez résolu ni assez ferme dans la promotion de la souveraineté, qu'il manque de leadership dans la promotion de l'option. Et il a décidé de créer un petit parti Option nationale, appelé peut-être Agrandir, qui a obtenu 2% aux élections, qui a présenté 120 candidats, ce qui est quand même en si peu de temps, ce qui est assez impressionnant. Et qui en ce moment s'impose par un leadership politique, un charisme politique inédit. C'est-à-dire, on n'est pas ici devant un tribun paternel à la Lucien Bouchard. On n'est pas ici non plus devant une figure churchillienne à la Parizeau. On est devant, appelons ça une forme de charisme par ailleurs bien réel, qui est un charisme urbain, cosmopolite, élégant et branché. Alors, tout ce que vous aimez pas, quoi. Disons que c'est pas exactement. C'est pas votre tasse quand de je thé. pense spontanément du charisme politique, c'est pas à ça que je pense, mais je constate que c'est efficace. Je constate que ça plaît une partie de l'électorat, une partie de la jeunesse qui se reconnaît dans ce leadership politique nouveau genre, et ça plaît certainement une partie du système médiatique qui, devant la médiocrité manifeste de la plupart des leaders politiques, trouve chez lui au moins un discours articulé. Il y a un truc aussi que vous soulignez chez Jean-Martin Hossan, Mathieu Bocoté, c'est son côté, c'est un pédagogue en matière économique. Oui, alors là, Hossan, qui est économiste de formation, je l'ai dit, je crois, à tort ou à raison, je crois qu'il exagère, mais ça reste à voir, que le principal obstacle sur le chemin de l'indépendance sont les peurs économiques des Québécois. Alors, que nous dit... On leur dit tout le temps, si vous êtes indépendant, vous n'aurez plus l'assurance, machin chose, vous n'aurez pas d'argent pour ci et pour ça, etc. Ça serait une catastrophe. Vous serez pauvre, ce sera la catastrophe est finie, vous serez la Grèce en pire. Bon. Et Hossan, avec une expertise réelle, fait une pédagogie économique de l'indépendance. Il veut désamorcer les peurs, croyant que l'immense majorité des Québécois, s'ils sont rassurés sur les conséquences économiques de l'indépendance, d'un coup se rallieront à l'idéal du pays. Alors ça, c'est la stratégie qu'il privilégie, ce qui fait d'ailleurs qu'il pratique un souverainisme, faut le dire, exagérément comptable, technicien quelquefois, dépassionné, délivrer les questions identitaires. Mal, parce que cette question est souvent passionnelle ici. Oui, mais ça dépend. J'entendais Hossan dire régulièrement le mouvement souverainiste avait des arguments strictement identitaires, culturels et historiques jusqu'à tout récemment. Et là, je lui demandais, je dis, mais quelle histoire du souverainisme bien économique et ainsi de suite. C'était François Legault qui était le porteur de cette approche, par exemple. Alors, je ne suis pas certain qu'il y a une nouveauté idéologique si grande dans l'approche d'Option nationale, mais ce qui est certain, c'est que dans une société politiquement bloquée, où les partis de gouvernement se divisent à peu près à chacun 30% la tarte électorale, dans une société où il y a une crise de l'offre politique, c'est-à-dire manifestement il y a un décalage entre les institutions, les partis et la population qui ne se reconnaît plus vraiment dans ses choix partisans, dans une société qui ne sait pas quoi faire de l'idée d'indépendance, mais ne veut pas la renier complètement, dans une société qui par ailleurs fait l'expérience de son impuissance politique et qui est à la recherche de nouvelles figures pour rendre la société plus lisible, pour afficher une direction, dans une société où par ailleurs les hommes politiques parlent trop souvent la langue de bois, Jean-Martin Hossan arrive avec son parti et propose, oui, il y a un vent de fraîcheur, il propose une offre politique réelle, et je le dis, il a ramené quand même 1000 militants souverainistes, jeunes pour la plupart, qui ne sont pas des vétérans de la grande guerre péquiste, au Palais des Congrès de Montréal. Avec son congrès, Jean-Martin Hossan est parvenu à faire d'Option nationale un des 5 partis qui comptent au Québec. Désormais maintenant. Jeunesse des militants, des membres, etc. Donc, force et faiblesse de la jeunesse? Force, l'enthousiasme, faiblesse? Oui, force et faiblesse très juste. C'est-à-dire force, enthousiasme, énergie remarquable, c'est-à-dire une jeunesse qui n'est pas désabusée, qui n'est pas cynique, qui croit que le finalement impossible n'est pas français, comme disait Napoléon. Alors, convaincu de ça, et par ailleurs, un mouvement politique qui est incapable de se renouveler, une idée qui est incapable de toucher la jeunesse est une idée crépusculaire par définition. De l'autre côté, il y a de mauvais aspects à cette centration exclusive sur la jeunesse, c'est que la jeunesse d'Option nationale, une partie significative de cette jeunesse, c'est ce qu'on pourrait appeler la jeunesse bobo branchée urbaine hipster. À tout ce que vous aimez, vous, bon, encore alors, une fois. c'est-à-dire, vous savez, c'est une partie de la... Non, mais justement ça, je disais dans un texte, le Parti québécois des années 90-2000 rêvait à la jeunesse du plateau Mont-Royal et l'imaginait francophone, altermondialiste et ainsi de suite. Là, j'ai l'impression qu'on vient de passer du plateau Mont-Royal au Myland. Et là, on se met à rêver. Une partie de la jeunesse d'Option nationale rêve d'un Québec indépendant, multiculturel et bilingue. Donc, finalement... Bilingue français-québécois? Non, plutôt bilingue français-anglais, du moins je l'espère. Mais c'est une étrange vision du Québec. C'est une étrange vision du politique, c'est-à-dire, voilà un souverainisme qui
radicalise sa dénationalisation. C'est un souverainisme qui ne se veut pas identitaire, qui ne se veut pas historique, qui ne se veut pas culturel, qui ne se veut pas existentiel. C'est un souverainisme qui finalement est détaché des racines historiques du combat national québécois. Donc ça, et ça on le voit donc dans le malaise chez Option nationale par rapport à la question identitaire, par rapport à la question linguistique quelquefois, bien que le parti s'est aligné clairement sur une défense du nationalisme linguistique, mais sur la question identitaire en général, on sent qu'il y a un malaise à Option nationale. Mais l'identité, Mathieu Bocoté, ici, c'est la patate chaude du Québec, il me semble, au sein du Canada. C'est le fondement inévitable de la cause nationale. Le jour où vous oubliez les sources profondes qui irriguent la cause nationale, vous retrouvez qu'un souverainisme dématérialisé, asséché, fait pour plaire certainement une partie de la caste médiatique qui se pique de modernité, mais sur le fond des choses, c'est un souverainisme impuissant parce qu'incapable de relayer l'aspiration nationale québécoise. D'accord. Mais de l'autre côté, il y a donc quand je parle de ce côté inquiétant d'un certain jeunisme d'Option nationale, il y a aussi un oubli de la conscience historique. Dans une société... Oui, parce que vous disiez un parti déhistoricisé dans votre texte. Surtout une frange de la jeunesse là-bas. Nous disent, on va y aller, on va faire un 3e référendum, comme si c'était le premier. Ils ont oublié celui de 80-95. Voilà, ils ont oublié 80-95, ils oublient que l'idée d'indépendance aujourd'hui n'est pas absolument neuve au Québec. C'est une idée abîmée et dont l'échec a contribué à la dépression québécoise. C'est-à-dire, un peuple ne peut pas essayer son indépendance, s'engager dans son indépendance et l'échouer sans en payer le prix. Et on se retrouve ici avec des gens qui ne sont pas conscients, manifestement, que le Québec en a perdu 2 et que, globalement, le Québec a davantage intérêt, probablement, en ce moment, à avoir une posture de repli stratégique et défensif plutôt que la pose téméraire de celui qui croit qu'il suffit de vouloir pour obtenir. Mais c'est pas dangereux, cette déhistorisation, parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont militants souverainistes aujourd'hui, après-demain, ils seront autre chose, s'ils sont pas ancrés dans une réalité historique. Alors, certains notaient avec justice que des militants d'Option nationale ont pu voter pour le NPD il y a 2 ans. Voilà. Alors, dans une société qui cherche le renouveau politique, il y a des gens qui sont probablement passés en espace de 2 ou 3 ans, surtout s'ils sont jeunes, par toutes les causes. Hein. La crise étudiante, le NPD, l'écologie, le féminisme, les droits de l'homme, et aujourd'hui l'indépendance. Bon. Et après-demain, on sait pas quoi. Alors voilà, je crois qu'Option nationale est un parti, donc je le dis, qu'il y a une part de liberté créatrice incroyable là-dedans. C'est-à-dire ne pas se sentir obligé par la tradition, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire ce n'est pas parce que nos pères ont échoué que nous échouerons nous aussi. Mais inversement, il faut tenir compte des échecs passés parce que la collectivité québécoise est une collectivité abîmé. Et j'en reviens donc à cette réalité. Le souverainisme de la jeunesse d'Option nationale, il est paradoxal. Il est d'une belle fraîcheur militante, d'une belle fraîcheur politique. Vous parlez comme un prêtre, une belle fraîcheur. Non, d'aucune manière, d'autant que les prêtres, lorsqu'ils disent ça, parlent d'autre chose. Mais pas tous, vous exagérez pas là. Tous, évidemment, loin de là. Tombez pas dans le cliché, s'il vous plaît. Mais c'était une boutade. Mais de l'autre côté, il y a une partie de cette jeunesse Option nationale ou optionnaliste, comme ils disent désormais, qui pratique un souverainisme qui manque de fondement et n'est-ce pas le signe d'une certaine partie de la jeunesse d'aujourd'hui qui est présentiste, qui vit dans un présent perpétuel, qui n'a plus de référence historique très souvent et qui finalement veut moins d'indépendance d'un peuple ou d'une nation que d'une société. Hein, je distingue souvent les deux, c'est-à-dire un peuple ou une nation, c'est une communauté de mémoire et de culture ancrée dans le passé, vivant dans le présent et se projetant dans l'avenir, alors qu'une société, c'est une collection d'ayants droit déliés bien souvent aujourd'hui. C'est une société fonctionnelle, quoi. Voilà, fonctionnelle simplement. Ouais. Alors, il faut examiner ce qui se passe à Option nationale, un dernier mot là-dessus. Ce qui se passe à Option nationale est très intéressant parce que c'est un laboratoire de la recomposition de l'option souverainiste. Donc à suivre. Et je dirais que quoi qu'il en soit, peu importe ce que ça donnera, Option nationale est aujourd'hui une part majeure de l'équation souverainiste à résoudre. Mathieu Bocoté, vous avez dit que les pères ont échoué. Jacques Parizeau, revenons-y maintenant. Est-ce que c'est un peu le grand-père? Et quand vous avez parlé vous avez pas dit grand-père dans votre texte, mais j'ai tout de suite pensé à grand-père de ces jeunes de moins de 35 ans, et j'ai fait un parallèle avec Jean-Paul II et les jeunes chrétiens des JMJ. Vous l'avez pas fait, vous, mais... Lui-même s'est présenté en disant, devant les militants, j'aurai une parole pontificale, n'ayez pas peur, dit-il. Non, c'est pas vrai. Bien sûr. Voyez-vous, alors c'est un Jean-Paul II de l'indépendance. Alors, non, mais il se présentait, Jacques Parizeau, ici, non pas, je dirais, comme le porteur du projet souverainiste, mais comme le gardien de l'espérance indépendantiste. Il nous disait finalement, même si le projet va mal, l'idée survit, peut se recomposer, doit se métamorphoser, mais l'idée fondamentale, l'indépendance
l'indépendance, qu'est-ce que c'est? Quand on est sérieux, l'indépendance, c'est la pulsion de vie. C'est l'expression la plus franche, la plus saine, la plus affirmée de la pulsion de vie au cœur de la condition québécoise. Jacques Parizeau invitait finalement à ne pas succomber à la grisaille actuelle. Alors, il y a du bien et du mauvais là-dedans. Parce que d'un côté, je le dis, le bien, il conserve vivante l'espérance et il la transmet à une autre génération. D'autant Parizeau, faut pas l'oublier, hein, c'est pas un boomer, c'est pas un contemporain de la Révolution tranquille, c'est un des créateurs et un des auteurs de la Révolution tranquille. Et c'est un grand personnage, un homme de pouvoir, vous le dites en plus. Ça, j'y arrive dans un instant, mais c'est un homme donc immense qui vient du nationalisme des années 20 et 30, ne l'oublions pas, qui a hérité du grouxisme à sa manière, qui a hérité de François-Albert Anger, qui a hérité du nationalisme économique des HEC de ces années-là. Et on peut faire le lien avec les jeunes d'aujourd'hui, qui sont déhistoricisés, comme vous disiez avant? Je sais pas si on peut faire le lien directement, mais je sais que Jacques Parizeau est le passeur. Alors parviendra-t-il à transmettre cet idéal trempé dans l'histoire? On peut le souhaiter. De l'autre côté, Parizeau, et ça c'est le beau côté de la chose, qu'est-ce qu'il est venu enseigner aux jeunes militants finalement? C'est un homme d'art, Jacques Parizeau. Souvent les souverainistes québécois, qu'est-ce qu'ils croient? Ils disent la souveraineté, ce serait bon, on va se donner un pays. Bon, c'est très bien, ça va. Moi aussi, je le souhaite aussi. Mais une fois que c'est dit, la souveraineté, soyons francs, c'est casser le lien fédéral, c'est se séparer du Canada, c'est faire sécession de la fédération, et le Canada ne sera pas content. Le Canada ne se laissera pas défaire aussi facilement, tout simplement parce qu'on le dit. C'est normal, c'est la raison d'État. Or, souvent, devant la raison d'État fédérale canadienne, les souverainistes répondaient par un surplus de morale. Une mystique. Ils sont très cyniques devant, mais nous, on est très... Nous, on a un sens de la morale merveilleux, donc on est tellement gentils qu'ils pourront pas nous dire non. Hein? C'est probablement la rationalité du minoritaire qui croit qu'il doit séduire plutôt que s'imposer. Mais ce que je vois, c'est que Jacques Parizeau n'a jamais joué dans ce mauvais film. Jacques Parizeau a décidé que le Québec aussi saurait parler le langage de la raison d'État. Vous vous souvenez de ce mot de Charles Péguy, tout commence en mystique et finit en politique? Oui, absolument. Alors commence en mystique et finit en politique. Moi, ce qui est certain, c'est que la politique est une condition fondamentale de l'agir collectif. Et Parizeau, pourquoi est-ce qu'il comprend le politique? Probablement par culture personnelle. Il vient d'une grande famille bourgeoise qui n'a pas peur ni du pouvoir ni de l'argent. Il vient de la Révolution tranquille. Hein. Il a fait la Révolution tranquille. Il a construit le pouvoir québécois contre le Canada, quelquefois, contre le syndicat financier montréalais. Il sait que le pouvoir a une dimension conflictuelle. Et Parizeau, lorsqu'il était premier ministre, il a préparé pendant des années son référendum. Il n'a pas décidé de faire un référendum à la dernière seconde en se disant « Ah tiens, je vais faire un référendum, ce serait bien ». Non, il l'a préparé pendant des années. Faire l'indépendance exige, je l'ai dit, préparer la transition économique. La fusion des administrations, ça prépare une stratégie, ça implique une stratégie de reconnaissance internationale. Essayer de faire l'indépendance sans avoir un minimum d'écho à l'étranger. Alors Parizeau a cette hauteur de vue qui est celle de l'homme d'État capable de la raison d'État. Et dans l'histoire de la pensée du mouvement souverainiste, je crois que c'est un des seuls qui a été capable de parler le langage de la raison d'État à la québécoise. Ça, c'est intéressant. Et c'est le paradoxe, je dirais, avec les militants d'Option nationale, qui sont dans un idéalisme presque poétique, et ils se retrouvent ici devant la figure même de la réelle politique québécoise. Et il y a en plus un mot que vous citez, tragique chez Parizeau. Sa vision du pouvoir est tragique. Alors, on a d'un côté la Parizeau, vision tragique, ou sinon vision romantique de la jeunesse. Pourquoi tragique? Tragique parce que Parizeau sait, je crois, manifestement, et comme Lucien Bouchard d'ailleurs, de ce point de vue, il sait que le pouvoir implique des décisions, et une décision, par définition, crée de l'insatisfaction. Forcément. Le pouvoir implique la possibilité d'être détesté. Ça, c'est aujourd'hui la plupart des militants souverainistes. Ça fait peur, ça. Dès qu'ils se font gronder un peu par la Gazette ou ailleurs, on dit « Oh, on a l'air méchant. Il faut pas avoir l'air méchant. » Et avoir l'air méchant, quelquefois, c'est tout simplement exister sans faire le tapis. Parizeau, parce qu'il a été capable... Il en a reçu les insultes quand même. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois d'ailleurs un film qui lui a été consacré au Québec s'appelait Monsieur, et au Canada anglais, c'était Public Enemy #1. Alors, c'est flatteur. Au moins, être traité comme ennemi numéro 1, c'est bien. On comprend le Canada comprend bien les termes du débat. Alors Parizeau là-dessus a un sens du tragique, c'est-à-dire il sait que l'indépendance implique une rupture existentielle, il sait que ça implique un usage du pouvoir de l'État, non pas de manière simplement gestionnaire et comptable. Donc il y a un sens du politique chez lui. Donc c'était cette rencontre étrange à Option nationale, et je le dis à la manière d'un observateur critique mais souriant, c'est-à-dire c'était la rencontre entre le sens le plus aigu de l'État et un idéalisme romantique et poétique qui est quelquefois presque dépolitisé. Et est-ce que de cette rencontre peut naître une renaissance du mouvement souverainiste? Je dirais une chose,
ça va jouer un rôle dans la renaissance du mouvement souverainiste. Le Parti québécois n'est pas mort. Il demeure le principal expression du nationalisme québécois. Le Parti québécois conserve une expérience du pouvoir, une expérience de la gestion. Mais comment tenir ensemble ces différents éléments de la famille souverainiste? Est-ce qu'Option nationale peut être l'élément d'enthousiasme qui permet de faire renaître la question nationale? Je ne sais pas, mais ces questions sont quand même de belles questions à se poser. En tout cas, Mathieu Bock-Côté, comme disait Escartefigue, un grand personnage dans la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny César, tu me donnes le grand frisson. Et comme disait Clémenceau, dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot revient à celui qui ne se rend jamais. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine le Midi Actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Merci beaucoup évidemment à Mathieu Bock-Côté pour ce côté tribun.